je porte et rapporte avec, je le dis en toute simplicité et fierté, le projet qui vous est soumis à débat. Je le porte avec fierté et avec quelque humilité. Fierté parce que je rapporte le travail d'une équipe de fonctionnaires qui, en un an, a réussi un tour de force, celui de vous présenter un travail sur les prémices et les grandes orientations du PLUI. Et je le dis ici avec beaucoup de fierté encore, sans eux, rien n'eût été possible, avec l'aide de l'AURG, avec l'aide de l'EPESCOT et avec l'aide des fonctionnaires de l'État. Avec un peu d'humilité, parce que je connais votre capacité les uns et les autres à critiquer et à avoir un regard acerbe sur le travail qui vous a été fourni. Je ne fais pas preuve, je ne vous demande pas indulgence, je vous demande simplement de faire avancer ce travail, car c'est un projet qui vous est présenté, qui appelle des contributions et pour lequel et qui demande amélioration vraisemblablement. Ceci étant précisé, vous savez que en application de l'article L 153-12 du Code de l'urbanisme, un débat doit avoir lieu au sein du Conseil métropolitain et des conseils municipaux sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article L 151-5 du Code de l'urbanisme. Cet article prévoit et indique que le PADD, dont j'ai indiqué que c'était l'équivalent au fond d'un document d'orientation budgétaire tel qu'il vous est présenté chaque année avant le vote du budget. C'est un document qui présente les grandes orientations du PLUI à venir. Je ne peux pas manquer de vous laisser et de vous indiquer quelle est la teneur et la saveur des textes qui nous obligent en matière de projet d'aménagement et de développement durable. Le texte se définit ainsi: les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de présentation ou de remise en bon état des continuités écologiques devront être définies. De la même façon, devront être définies dans ce PADD les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs retenus pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale. Voilà ce que dit le texte de loi. Voilà ce qui nous oblige, c'est-à-dire que dans le document qui vous est présenté, qui concerne les grandes orientations, nous devons répondre impérativement à ce que nous dit le législateur sur les grandes orientations à définir. Donc nous sommes un peu contraints de répondre à ce que nous indiquent les grandes indications que nous donne le législateur. La métropole a bien entendu souhaité que ce PADD soit construit avec le maximum de participation. A souhaité une construction la plus partagée possible. C'est pourquoi les grandes orientations qui sont décrites ici sont issues à la fois d'un travail collectif avec des élus métropolitains et communaux et d'un processus de concertation avec les habitants. Je rappelle aux uns et aux autres, en ce qui concerne le processus de construction avec les élus métropolitains, que nous avons participé les uns ou les autres, ou que nous avons pu participer à 5 séminaires thématiques relatifs à l'organisation du territoire, au déplacement, à l'environnement, à l'agriculture, à l'économie et à l'habitat,
que ces 5 séminaires, si vous vous souvenez bien, ont été extrêmement productifs, qu'aucune question n'a été mise sous le tapis et que nous en avons débattu de manière apaisée, même si parfois, pour reprendre un mot du président, le débat a été rugueux. Au sein des élus communaux également, il a été élaboré en relation avec la URG des livrets communaux, c'est-à-dire que à l'issue des visites que j'ai pu faire avec les services des 49 communes, où j'ai rencontré les 49 maires, dans un dialogue qui m'a semblé extrêmement fructueux, nous avons envoyé à chacune des communes ce qu'on appelle un livret communal, c'est-à-dire que nous avons, dans un premier temps, sur ces livrets communaux, figé leurs problématiques et leur territoire en matière d'aménagement, de telle façon à ce que l'inventaire de chacune des communes ayant été fait, nous puissions avancer dans le travail collectif, puisque chacun le sait ici, et ça a été dit dès le début, un PLUI, c'est-à-dire un plan local d'urbanisme intercommunal, n'est pas l'addition et ne sera pas l'addition des différents PLU, comme ça a pu être fait dans certaines métropoles. Nous avons souhaité que l'ensemble des 49 communes relève d'un aménagement commun, solidaire de son territoire, et c'est à l'honneur des 49 communes de vouloir cela. Donc j'ai dit élaboration au sein des élus métropolitains au travers des séminaires, au travers d'élaboration de livrets communaux, et des temps de travail ont été réservés également avec les urbanistes des communes, la URG, je l'ai cité, et le PESCOT. Ce travail avec les urbanistes des communes est essentiel, car qui mieux que les urbanistes ou les services techniques de chacune des communes est particulièrement au courant de la problématique de chacun des territoires. Et si bien est que nous devons confronter les grandes orientations que nous pouvons avoir avec le problème et la pratique dans chacune des communes. Ce qui nous oblige sans doute à faire des allers-retours souvent dans chacune des communes pour essayer d'ajuster, voire de comprendre la problématique de chacune des communes et des maires dans leur développement. Cette construction s'est également faite avec une concertation importante avec les habitants. Elle a été menée par l'intermédiaire de Carticip, qui est un outil de participation en ligne où on a recueilli plus de 2000 contributions, 1400 commentaires et 15 000 votes, ce qui est, à regarder en termes de comparaison ce qui s'est fait dans les autres métropoles, assez exceptionnel. Sur les 2000 contributions, la moitié sont à peu près portent sur les mobilités, ce qui indique l'importance que portent les métropolitains sur la question des mobilités. Nous avons eu 9 ateliers publics sur l'ensemble des territoires, des ateliers publics spécifiques, scolaires, universités. Nous avons reçu l'avis du Conseil et la contribution du Conseil de développement, un peu tardivement, j'en ai pris connaissance hier. Il est d'importance. Il participera manifestement à la contribution. Nous avons eu également l'avis du panel citoyen. Bref, pour vous dire que avec la contribution des habitants et l'ensemble des élus, nous avons pu faire ressortir, de cette concertation est ressortie une certaine cohérence entre les propositions du PADD et les attentes exprimées, dont je peux dire d'ores et déjà qu'elles portent sur le souci de travailler à l'échelle du quartier de vie. Nous ne sommes plus à l'échelle du bassin de vie tel que l'on pouvait l'imaginer, le souci de travailler à l'échelle du quartier de vie et de favoriser la proximité des fonctions urbaines et sociales, et également relève de l'ensemble de cette concertation où, et ne voyez pas là un abus de langage dans la co-construction, une attention particulière a été donnée au cadre de vie. Ceci étant rappelé sur la promesse tenue, en ce que nous avions dit que l'élaboration de ce PADD ne se ferait pas
à partir de rien ou de l'écubration de quelques pensées vertigineuses, pardon, elle est partie de la base. Cette construction partagée du projet de PADD est donc issue d'un travail collectif et qui a été extrêmement fructueux. Il est, ce travail, nécessairement encadré par les normes supérieures que sont les lois montagne, les lois sur l'eau, la loi Grenelle 1, la loi Grenelle 2, la loi Allure, et notamment également le SCOT qui a été voté par le SCOT qui comprend 270 communes, qui a été voté à une majorité, je crois, de près de 80% des suffrages, et qui fixe déjà, trace déjà un certain nombre de grandes lignes. D'ailleurs, à l'issue de ce SCOT, il est rappelé aux uns et aux autres que la communauté d'agglomération ancienne et la communauté du Sud grenoblois, qui n'étaient pas encore fusionnées, ont établi l'une et l'autre un schéma de secteur pour la communauté d'agglomération, que les uns et les autres s'en souviennent, et un schéma d'orientation pour la communauté du Sud grenoblois, lesquels, schéma de secteur et schéma d'orientation, ont été votés à l'unanimité. Nous n'en sommes pas à un vote à la suite de ma présentation, nous en sommes à un débat, mais qui prélude, qui va être les prémices de ce que va être le PLUI. Je l'indique ici pour que chacun ait bien en mémoire que nous pouvons aboutir en fin de parcours, si le travail de collaboration entre chacun des élus est fait correctement, nous pouvons aboutir à un consensus général sur l'aménagement et le devenir de notre territoire sur les 30 ans à venir. Puisque nous avons réussi à faire cela au travers des schémas de secteur et au travers des schémas d'orientation, même si nous rentrons un peu plus dans le détail avec le PLUI, nous pourrions et nous devons, ce serait d'ailleurs à l'honneur de chacune des élus, nous devons arriver à cela. Les grandes orientations que je vais vous présenter s'inscrivent naturellement dans les objectifs fixés dans la délibération du Conseil métropolitain en date du 6 novembre 2015, qui avait déjà donné lieu à quelques indications par les uns et les autres. Ces objectifs, je vous le rappelle, les objectifs de cette délibération du 6 novembre 2015, l'idée était celle d'un territoire de la polycentralité et de proximité qui respecte l'identité et la diversité des paysages, qui optimise le foncier, une métropole, je le rappelle, solidaire, avec un PLUI qui doit nécessairement s'articuler avec les territoires voisins. Voilà, l'essentiel de l'idée, du premier objectif qui avait été retenu dans cette délibération de 2015 était la polycentralité. Ensuite, autre objectif, s'attarder et s'attacher à un environnement et un cadre de vie qui facilite la transition énergétique, qui donne à la métropole un sens à l'environnement par l'intermédiaire de la trame verte et bleue, un développement urbain et qui préserve l'économie des ressources. Donc, deuxième objectif, environnement et cadre de vie. Troisième objectif, les déplacements, dont on sait que, par l'intermédiaire de Carticipe, c'est une des préoccupations de l'ensemble des métropolitains. Quatrième objectif, l'habitat, qui est une de nos compétences. Et je vous rappelle que ça a donné lieu, et ça donne lieu encore, on va tout à l'heure voter, vous présenter le PLH. Je vous précise que le PADD et le PLUI, c'est voulu, non pas indépendant, mais nous n'avons pas voulu, et cela a été délibéré de notre part, faire un PLUI qui ne soit pas un PLUI H, de même que ce ne sera pas un PLUI U,
parce que nous laissons ce plan de développement urbain et le plan de déplacement urbain et le PLH indépendants du PLUI, même si les trois documents sont liés et interagissent ensemble dans les objectifs et dans les grandes orientations que je vais vous présenter. Et puis, sixième grande orientation, l'économie et l'emploi. Alors, rapidement, quelles sont les grandes orientations qui se sont dégagées au travers des préoccupations des métropolitains et au travers du travail qui a été établi en séminaire ou des ateliers qui ont été établis, les 9 ateliers qui ont donné lieu à participation et concertation de la part des habitants, notamment sous la houlette de Marie-Jo Sala. Comme tout projet ou comme tout grand débat d'orientation, il suppose un plan. Ce plan est sans doute critiquable, il doit être peut-être amélioré. Il a été fait, il est établi en 2 parties que vous avez dans le projet de délibération. Une métropole montagne forte de ses diversités, et la deuxième partie étant la qualité de vie, moteur de l'attractivité de la métropole. Quand on parle d'une métropole montagne forte de ses diversités, on entend par là, et c'est un des objectifs du PADD et du PLUI qui est fort important et soumis à l'œil critique du tribunal administratif, car il ne faut pas oublier que lorsqu'on élabore ainsi le PADD, on est toujours très attentif à ce qui pourrait donner lieu à certains recours, et donc on est à chaque fois très inquiet lorsqu'il y a des propositions pour savoir si ça relève du PADD, si ça relève du projet métropolitain ou si ça relève plus spécialement du cœur du PLUI, car il y a de la réglementation. Nous sommes ici, je vous le rappelle, dans les grandes orientations, mais l'un des grands objectifs de ce PADD est de poursuivre l'effort de réduction de la consommation d'espace et de limiter l'étalement urbain en structurant et intensifiant le développement dans le cœur métropolitain et en préservant les identités des territoires périurbains, ruraux et montagnards. Alors certains peuvent dire tout ça, c'est des grandes idées qui n'ont pas grand sens, sauf que quand je vous aurais dit que, en se basant sur le rythme passé de consommation foncière, le SCOT, auquel nous devons faire référence, définit une enveloppe maximale de consommation d'espace de 558 hectares pour les 12 prochaines années à l'échelle de la métropole, et qu'au travers de son PLUI, Grenoble-Alpes Métropole s'inscrira donc dans l'objectif de réduction de consommation foncière et de lutte contre l'étalement urbain en adoptant un rythme de consommation d'espace inférieur à l'objectif fixé par le SCOT, en particulier pour les espaces économiques. Le SCOT définit un potentiel de développement de zones économiques de 200 hectares et afin de maîtriser l'offre d'espaces économiques et d'éviter le mitage et la surconsommation des espaces agricoles et naturels, la métropole s'engage à utiliser en priorité les espaces économiques existants disponibles et à assurer une ouverture progressive. Cela est concret et cela est pragmatique, et chacun des maires et chacune des communes peut imaginer concrètement la réalisation de cette orientation dans le territoire de chacune des communes. Donc, poursuivre l'effort de réduction et de consommation d'espace et de limiter l'étalement urbain est une des premières orientations dans le cadre de les métropoles fortes de ces diversités. Reconnaître et mettre en valeur la diversité de ces paysages. Là encore, si en visitant les 49 communes, je le disais en plaisantant, je me suis aperçu que non seulement il n'y avait pas que Saint-Martin-de-Vinoux dans l'agglomération, c'est une découverte pour moi. Et oui, puisque Saint-Martin-de-Vinoux, vous le savez, a été toujours le centre de l'agglomération.
n'en déplaise à certains maires. J'ai découvert donc qu'il y avait d'autres communes avec des paysages assez extraordinaires, qu'il n'est pas besoin d'aller très loin et hors de cette agglomération pour découvrir ces paysages et qu'il faut inévitablement préserver, notamment grâce à ceux qui nous ont mis en alerte sur la préservation de ces paysages. C'est sans doute la URG aussi, mais surtout le CAUE qui fait un travail remarquable dans la préservation des paysages lorsqu'il y a projet d'urbanisme dans certaines communes. Troisième orientation qu'il ne faut pas négliger, c'est construire une métropole résiliente. Alors, la métropole résiliente, c'est un terme, le mot résilient est un terme de physique et qui est beaucoup cité dans le texte du PADD, mais au fond, il indique, en visitant les 49 communes, que pas une de ces communes de notre territoire métropolitain n'est pas soumise à un risque majeur. Que ce soit un risque d'inondation, que ce soit un risque de chute de pierre, que ce soit un risque de glissement de terrain, ou que ce soit des risques de haute technologie. Or, nous devons changer de culture et le faire en relation et en étroite collaboration avec les services de l'État, dont on sait que l'État a une doctrine nationale à la suite des grands événements catastrophiques sur le territoire qui ont imposé un certain nombre de normes. Il se trouve que si nous tenons et si nous suivons ces normes telles qu'elles sont imposées sur le plan national, je le dis, par exemple, les règles du SCOT doivent être modifiées à 25%. Il y a sur notre territoire un certain nombre d'autres territoires qui ne pourront pas, sur le plan de l'habitat ou également sur le plan de l'implantation d'entreprises ou sur le plan industriel, ne pourront pas voir le jour. Bon, sur le plan de l'habitat, je pense à des territoires qui nous tiennent à cœur et sur lesquels la métro a de très beaux projets. C'est le territoire de Fontaine-Sassenage. Si on s'en tient aux normes initiales de l'État, il y a toute une partie du territoire sur lequel on ne pourrait pas construire. Bon, je passe sur des territoires comme, que je donne ici à titre d'exemple, mais ça peut faire l'objet de débats, la presqu'île scientifique de Grenoble, la presqu'île La Pointe est sujet à risque. Tout dans le Grand Sud grenoblois, tout le secteur de Jarry, Pont-de-Clay, Champagné, un risque technologique, etc. Donc nous avons mis en place ce qu'on appelle une métropole résiliente, c'est-à-dire qu'il faut que et l'État et les maires de la métropole comprennent que nous pouvons, tout en préservant la sécurité des biens et des personnes, ce qui est fondamental pour nos citoyens, nous devons pouvoir construire sur ces territoires-là en imposant des normes de construction et en repoussant le risque sans penser que le risque zéro n'existe pas. Voilà, le risque zéro n'existe pas, mais nous pouvons quand même malgré tout maîtriser ce risque. Je prends deux exemples sur le plan national. Vous avez le territoire de Saint-Pierre-de-Corps qui est c'est une petite ville une très grande gare de triage, rien à voir avec la gare de triage de Saint-Martin-de-Vinoux, bon, je vous le dis, mais enfin quand même, c'est une très grande gare de triage sur le plan national. Elle est, cette ville Saint-Pierre-de-Corps, entre Loire et Cher. C'est donc qu'elle est soumise régulièrement à un certain nombre de crues et d'inondations. Il se trouve que les urbanistes ont été assez astucieux pour trouver la possibilité et pour imaginer la possibilité de construire
bon, il est peut-être aussi facile de dire, après tout, que certains d'autres territoires internationaux ou proches de nous, tels que la Hollande, vivent constamment avec ce risque qu'est l'inondation. Donc, non pas en s'opposant et en prenant en s'opposant fermement aux normes de l'État, mais en essayant de travailler en bonne entente avec les ingénieurs qui forment ce grand territoire qu'est la DDT, ce grand corps d'État qu'est la DDT, hein, nous devons pouvoir arriver à trouver des accords qui nous permettent de construire et notamment, par exemple, d'aménager un des territoires qui nous est important et qui nous est cher, qui est le territoire près de Mélan, qui est le territoire d'Inno-Vallée. Donc construire une métropole résiliente et enfin Grenoble doit rechercher une organisation équilibrée de son territoire, capable de valoriser les identités et les complémentarités entre ces différents bassins de vie. C'est la notion de polycentralité qui a été largement débattue. Il existe des centralités de proximité correspondant au centre-bourg, centre-village et cœur de quartier dont le rayonnement ne dépasse pas l'échelle locale. Il existe des centralités pluricommunales, principalement localisées dans les territoires périurbains et de première couronne. Il existe des centralités métropolitaines qui rayonnent au-delà du simple territoire de la métropole. Et dans cet objectif, il s'agira d'affirmer le centre-ville de Grenoble comme cœur de la métropole, de structurer le développement de la centralité sud et de conforter l'organisation des branches nord-ouest et nord-est et d'affirmer Visil comme centralité métropolitaine du Grand Sud. Enfin, il existe des centralités métropolitaines spécialisées qui accueillent des fonctions spécialisées dont le rayonnement s'apprécie à l'échelle de la métropole et au-delà, j'entends le domaine universitaire, le CHU, Inno-Vallée. La métropole compte également des axes urbains historiques qui traversent les communes, route Napoléon, cours Jean Jaurès, Libération Saint-André, axe Jean-Pain-Verdun. Le projet de PADD affirme la nécessité de renforcer la cohérence et la qualité urbaine de ces axes dans une approche pluricommunale. Voilà en ce qui concerne la première partie de ces grandes orientations, une métropole montagne forte de ces diversités. Quant à la qualité de vie, moteur de l'attractivité de la métropole, eh bien on reprend les grands domaines sur lesquels traditionnellement la métropole intervient. En ce qui concerne l'économie et l'université, il s'agit principalement de renforcer l'attractivité économique de la métropole en développant une offre foncière suffisante, c'est-à-dire que l'on dit que l'on sacralise le foncier économique, et je veux bien rentrer dans le débat là-dessus avec vous sur ce que veut dire essentiellement sacraliser le foncier économique, qu'il s'agit d'améliorer la qualité de l'offre commerciale, et pour cela, le PLU préservera les équilibres de l'armature commerciale en confortant en priorité le commerce dans les centralités de proximité. Autrement dit, une des grandes orientations de ce PADD est de faciliter le commerce de proximité par rapport à ce commerce dont on parle de grandes surfaces commerciales. Et d'ailleurs, les grandes surfaces commerciales en sont assez d'accord avec cela puisque la plupart réduisent lorsqu'elles sollicitent leur implantation dans le cadre du SCOT, qui sont les actes comme 1, 2 et 3, elles réduisent très sensiblement leur voilure. Il s'agit également de ce qu'on appelle, au niveau de l'économie, de sacraliser les zones naturelles et agricoles. Enfin, la métropole assurera un déploiement équilibré du numérique au service du territoire, de ses habitants et de ses entreprises.
De la même façon, ceci pour le domaine, dans le cadre de l'économie. Et encore une fois, ces grandes orientations-là ont été débattues largement en séminaire métropolitain. Le PADD, ensuite, dans le cadre des transports et des déplacements, vise à créer les conditions d'une mobilité apaisée au service des relations de proximité. Je vous ai parlé de centre-bourg. Il s'agit d'assurer les liaisons, autant faire se peut, entre les différents bourgs ou différents centres de polycentralité. Où vos discussions se font à l'extérieur, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président, parce qu'ensuite ça va débattre et sans faire attention à ce que j'aurais pu dire, ce sera dommage. Mais enfin, voilà. Mais enfin, le débat aura eu lieu. C'est souvent plus facile de débattre avec soi-même qu'avec les autres, d'ailleurs. Ce n'est pas le sujet, là, actuellement. Donc je vous laisse continuer, Monsieur le Vice-président. Oui, oui. Donc, créer les conditions d'une mobilité apaisée au service des relations de proximité. Faciliter l'accès à la métropole depuis les territoires et massifs voisins et les connexions entre les différentes centralités métropolitaines. Voilà en ce qui concerne les transports. Sur l'habitat, s'en tenir conformément aux objectifs définis dans le PLH en cours d'élaboration qui va vous être présenté. Le PLUI devra permettre la construction d'environ 2650 logements neufs chaque année sur la métropole, qui, combiné à la remise sur le marché de 250 logements vacants, permettrait de produire 2900 logements en moyenne chaque année sur la métropole. D'accroître la production de logements locatifs sociaux et à mieux les répartir sur le territoire métropolitain, vous rappelant que la loi Allure prévoit pour les communes de plus de 3500 habitants, un pourcentage de logements sociaux de 25%. Et dans ces grandes orientations, nous ne sommes pas dans les belles idées, mais nous rentrons dans le concret. Il s'agit d'améliorer la qualité des logements et leur adaptation au mode de vie. Enfin, en ce qui concerne d'avoir une action particulière et continuer d'avoir d'action, c'est prioritaire sur la politique de la ville, en ayant un attachement particulier et une attention particulière sur les quartiers qui ont de multiples atouts et qu'il est nécessaire de valoriser. J'en termine par l'environnement et le cadre de vie pour une métropole durable et agréable à vivre. La métropole doit s'adapter au changement climatique et nous encouragerons donc une gestion durable des ressources en protégeant les ressources en eau, en veillant à la bonne adéquation entre développement urbain et capacité de traitement des eaux usées ou en favorisant le recyclage et la valorisation des déchets. Le PLUI devra initier la transition énergétique et à la jonction entre la qualité du cadre de vie et le développement d'une métropole durable, les espaces verts ont une place centrale et au cœur de son écrin montagnard, la métropole grenobloise, qui profite de richesses exceptionnelles, devra renforcer la biodiversité en préservant ou en confortant la trame verte et bleue de la métropole. La place de la nature et le déploiement des continuités vertes seront idéalement renforcés en ville en favorisant une approche multifonctionnelle, fonctions écologiques, de loisirs, de détente et d'agriculture urbaine. Je parle par là très concrètement avec la notion de parc Mikado, c'est-à-dire qu'il s'agit avant tout de mettre en valeur notre territoire qui a une richesse hydraulique, écologique et géographique avant de commencer à réfléchir à la construction. Voilà, j'ai balayé très largement les grandes orientations de notre PADD. Ce document est sans doute perfectible. Nous avons reçu les contributions maintenant des 49 communes de l'agglomération. À la suite de votre débat sur lequel, que j'espère fructueux, vous allez nous donner matière à enrichir les 82 pages de ce document. On aurait pu en faire plus. Certaines métropoles en ont fait moins. Je pense à Bordeaux qui a fait 25 pages de PADD. Nantes en a fait 120. C'est pas que nous avons cherché la mitoyenneté entre un nombre de pages moyen. Je pense que ce document est perfectible sur la forme, ne serait-ce que dans le vocabulaire, sur la ponctuation, ça c'est toujours
ça s'améliore toujours. Il est également sans doute perfectible en ce que on doit pouvoir concentrer dans une introduction les quelques grandes lignes et les quelques grandes orientations sur lesquelles on tient. Il est également perfectible par la contribution de chacune des communes. Ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est ce PADD, voir ce qui va être le PLUI, car le PLUI, je vous le rappelle, devra être arrêté en 2018 et voté en 2019. Ce PADD est le premier point et un des trépieds de ce que va être le projet ensuite, ce que sera le projet métropolitain. Ce sera le point de départ d'une autre délibération cadre que je vous soumettrai, c'est celui sur le projet métropolitain. Au fond, j'attends avec beaucoup d'impatience vos critiques, que j'espère constructives, parce que l'opposition se veut toujours constructive, mais ayez en tête que, au fond, c'est ce que je disais hier, quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console.